ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et les rendez-vous importants de la semaine prochaine. On va commencer évidemment par le gros sujet de la semaine, le rapport sur l'emploi. Le rapport sur l'emploi américain, très attendu notamment parce que tout au long de la semaine, on a eu d'autres chiffres de l'emploi plutôt solides côté États-Unis et que ce rapport sur l'emploi confirme la bonne tenue du marché du travail américain. C'est important parce que depuis le mois de décembre où la Fed a changé un petit peu de ton par rapport à ce qu'elle avait auparavant laissé entendre comme possibilité de baisse de taux. On se souvient notamment des projections de septembre dernier qui faisaient apparaître de nombreuses baisses de taux encore en 2025 et en 2026. Et bien on avait vu un changement de ton en décembre où la Fed s'était montrée un peu plus prudente sur le retour de l'inflation vers les 2%, dégradant également ses propres anticipations de baisse de taux en 2025 et avec des éléments de discours qui étaient recentrés sur l'inflation, considérant qu'il n'y ait pas de danger immédiat pour le marché du travail et que en revanche l'inflation depuis plusieurs mois stagnait en termes de progrès. Et ce rapport sur l'emploi, il vient confirmer ce sentiment de la Fed. C'est-à-dire que ce rapport sur l'emploi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que l'économie américaine a créé 256 000 emplois non agricoles, alors que le consensus tablait sur 160 000. Donc on a quasiment 100 000 créations d'emplois de plus. Le chiffre précédent était légèrement révisé à la baisse, mais ça ne compense pas dans tous les cas le chiffre nettement supérieur au consensus. Et puis autre bonne surprise pour l'emploi américain, c'est le taux de chômage qui redescend à 4,1%. Il était à 4,2% auparavant. Non seulement il n'est pas tombé en ligne avec le consensus qui était à 4,2, mais il est même en dessous du consensus. Et quant au salaire, eh bien, ça progresse toujours sur un rythme relativement confortable de 3,9% par an. C'est un peu en dessous du consensus qui est à 4%. Mais ça reste quand même un niveau de progression relativement élevé. Et donc, quelle était la réaction du marché après ça? Il y a eu une réaction baissière. Est-ce qu'on est surpris? Pas vraiment. C'est le scénario qui était dessiné en termes de réaction de marché potentiel, à savoir gros rapport égale plutôt marché baissier. Pourquoi c'est le scénario privilégié en termes de bon rapport, en cas de bon rapport de l'emploi? Parce que plus tôt dans la semaine, nous avions eu déjà des exemples de réaction de marché liés à des bonnes statistiques américaines. On se souvient notamment des publications d'indicateurs dans les services, par exemple ISM Service, qui est ressorti au-dessus des attentes. Et un indicateur ISM dans lequel la composante de prix, et on sait que l'évolution des prix dans les services c'est éminemment important pour la Fed parce que l'inflation qui persiste toujours aux États-Unis est surtout une inflation qui existe dans les services et que les services, eh bien, c'est la plus grosse partie de l'économie américaine. Et donc on avait vu il y a quelques jours qu'un bon indicateur ISM d'activité dans les services et notamment une composante de prix qui avait fortement rebondi dans cet indicateur-là des services, eh bien, avait entraîner une poursuite de la hausse des taux américains qui grimpent déjà depuis plusieurs semaines et les marchés actions avaient une réaction négative. Une réaction négative parce que on voit que depuis quelques temps maintenant, depuis un gros mois, eh bien, les bonnes nouvelles macro-américaines, notamment sur le front de l'activité et de l'emploi, sont perçues comme des mauvaises nouvelles par le marché car ils repoussent d'autant plus ces chiffres, eh bien, les perspectives de nouvelles baisses de taux de la Fed. Je rappelle qu'en décembre dernier, en septembre dernier, dans ses projections trimestrielles, la Fed estimait qu'il y aurait de la place pour 100 points de base de baisse de taux en 2025. Lors des dernières projections en décembre, ce chiffre avait été divisé par 2, c'était 50 points de base. Et désormais, après ce bon rapport sur l'emploi et toute cette série de chiffres toujours solides qu'on a en provenance des États-Unis, eh bien, et notamment après ce rapport sur l'emploi, les anticipations de baisse de taux ne sont plus que de 25 points de base cette année. Donc c'est un sacré recul en fait, des anticipations de marché en termes de baisse de taux. Et ça se traduit du coup par un repli des marchés actions, une volatilité qui grimpe. Là on a un VIX donc, qui mesure la volatilité du SP500 qui est remonté cet après-midi temporairement au-delà de 20, une hausse d'à peu près 10-11% de la volatilité sur les marchés actions. Donc good news is bad news, c'est typiquement ce qu'on est en train de voir sur les marchés actions américains parce que, et il faut le dire, les taux américains eh bien, grimpent fortement. Ils avaient déjà commencé à grimper en fait dès le mois de septembre, si on se souvient bien. À partir du moment où la Fed avait commencé son cycle de baisse de taux, on était dans une zone à 3,6% pour le 10 ans allemand, le 10 ans américain, pardon. Il n'a cessé de grimper depuis septembre, mais on a eu un mouvement d'accélération particulièrement brutal depuis le début du mois de décembre. Et actuellement, on est dans une zone qui flirte, juste après le rapport sur l'emploi, on est monté à 4,80%.
Alors que par exemple début décembre, on était aux alentours de 4,10%. Et on voit que cette hausse des taux, c'est cette hausse qui fait mal. C'est cette dernière rampe sur les taux qu'on a eu, hein, donc quasiment 70 points de base de plus depuis début décembre pour le 10 ans américain. On voit là que le marché action a plus de mal à encaisser ce rebond des taux, parce que c'est un rebond des taux longs notamment, les taux 10 ans, 30 ans. Le 30 ans par exemple, aujourd'hui après le rapport sur l'emploi, le taux 30 ans américain a refranchi la barre des 5%. Et donc à un moment donné, le marché action commence à cogiter, parce que ça signifie que quand les taux rebondissent comme ça, notamment les taux longs, eh bien ça a des conséquences sur les conditions de financement aux États-Unis, sur les coûts de crédit, qu'ils soient consommation ou immobilier. Et jusqu'à présent, si l'économie américaine a plutôt bien encaissé les taux relativement élevés, c'est pas la garantie que ça se poursuive dans les mois à venir. Et à un moment donné, quand les coûts de financement deviennent trop chers, eh bien le risque c'est que les acteurs économiques, les ménages, les entreprises commencent à tirer un petit peu la langue, et peut-être les ménages aussi par rapport à leur consommation. Donc on est une situation qui plaît un petit peu moins au marché action depuis quelques semaines. On a encore vu la réaction cet après-midi, la réaction assez rapide, hein, juste après les chiffres, d'abord sur les futurs et après l'ouverture des marchés actions sur le cash. Autre élément de l'après-midi qui a retenu notre attention, c'est que on a également chez les consommateurs américains, vous savez qu'il y a une étude qui est réalisée par l'Université du Michigan, qui est une étude sur tous les Américains, hein, pas seulement ceux de l'État du Michigan, et l'université mesure à la fois leur degré de confiance, donc confiance des consommateurs, mais aussi leur perception des niveaux de prix sur des horizons de 12 mois à 5 ans. Et on a remarqué sur cette étude-là qu'il y a eu un bond particulièrement important d'un mois à l'autre, donc sur les anticipations d'inflation à 1 an, donc à 12 mois, des consommateurs américains. Ils étaient sur un chiffre d'anticipation de 2,8% lors de la dernière étude mensuelle, donc il y a un mois. Désormais, c'est 3,3%. Donc c'est un bond assez significatif, et surtout c'est un plus haut de 7 mois dans les anticipations d'inflation des consommateurs américains. Donc vous voyez, c'est une espèce de boucle comme ça où les taux grimpent, le dollar se renforce, les consommateurs pensent que les prix que les hausses de prix vont accélérer un petit peu dans les mois qui viennent, et puis du coup la Fed a changé son message, on l'a déjà expliqué en décembre, et les statistiques confirment pourquoi la Fed a changé ce message, parce que l'emploi reste bien résilient, on a encore eu la preuve aujourd'hui, et parce que l'inflation, ça en a déjà beaucoup parlé auparavant, on est désormais sur une séquence de 6 mois consécutifs où l'inflation sous-jacente PCE, qui est la mesure principale, la mesure préférée de la Fed dans son calcul d'objectif, eh bien 6 mois consécutifs sans nouveau progrès vers l'inflation, vers l'objectif de 2%. Donc tout ceci entraîne ces mouvements assez forts sur l'obligataire, c'est taux qui se redresse et du coup fait pression sur les marchés actions. Toujours sur la partie de l'emploi américain, à noter également qu'on a eu cette semaine des chiffres d'inscription hebdomadaire au chômage où on est retombé dans la zone des 200 000 inscriptions hebdomadaires. Dit comme ça paraît beaucoup, et pour autant c'est le chiffre le plus faible qu'on a observé aux États-Unis depuis 11 mois. Donc vous voyez que la tendance, même les moyennes sur les dernières semaines d'inscription au chômage sont relativement faibles, plutôt aux alentours de 210-215, et c'est des niveaux qu'on n'a pas vus depuis le printemps dernier. Donc le marché de l'emploi ne montre pas de signe de fatigue supplémentaire, l'inflation ne fait pas de nouveaux progrès, donc tous les ingrédients pour que la Fed fasse une pause très claire, peut-être même pendant plusieurs mois, sur toute nouvelle baisse de taux. Ces mouvements sur l'obligataire aux États-Unis, on les a bien décrits pendant quelques minutes, mais ils ont aussi des conséquences en dehors des frontières américaines et notamment outre-Atlantique. Côté Europe, on voit que depuis maintenant, pareil, depuis le début du mois de décembre, eh bien, la rampe qu'on a sur les taux américains, on l'observe aussi sur les taux européens, les taux de tous les pays, l'Espagne, la France, le Portugal, l'Italie, l'Allemagne, tous les pays ont vu leur taux 10 ans grimper de 50 à 60 points de base en moins d'un mois et demi. Conséquence directe de ce qui se passe aux États-Unis en termes de choix de la Fed et de trajectoire économique, aussi un peu en raison des questions probablement d'incertitude en Europe, où on commence peut-être à faire payer aussi un peu plus cher aux pays européens des primes pour leur prêter de l'argent, je pense à la France notamment, mais là on parle bien de tous les pays. Mais à la fois, les turbulences européennes concernent les pays cœurs. On a l'Allemagne qui n'a plus de coalition, dont la coalition a explosé, qui va entraîner des nouvelles élections à partir de février, l'Allemagne qui n'a pas de croissance depuis 2 ans, et puis la France, évidemment, les sujets qu'on connaît tous, les questions budgétaires, toujours pas de budget, un budget jugé aussi insuffisant, pas assez d'efforts peut-être sur certains items économiques en termes d'économie, et tout ceci contribue aussi du coup à cette tension qu'on a sur l'ensemble des taux européens, sans oublier également la question de l'inflation en Europe. C'est ça qu'on a tendance à l'oublier un petit peu parce que la BCE a commencé un cycle de baisse de taux dès le mois de juin, mais si on s'arrête quelques instants sur l'inflation sous-jacente en Europe, elle est à combien? Elle est à 2,8%.
Dit comme ça, c'est pas énorme, sauf que 2,8%, eh bien c'est exactement le niveau d'inflation sous-jacente qu'on a aux États-Unis également, sur l'inflation sous-jacente PCE dont on a parlé récemment. Et ça fait plusieurs mois également qu'on va regarder une courbe de l'inflation sous-jacente en Europe, ce qu'on appelle l'inflation cœur, c'est-à-dire l'inflation hors alimentation et hors énergie. Mais vous observez qu'il y a eu pas mal de progrès réalisés en 2023, encore début 2024, et puis que depuis quelques mois, ces progrès sont beaucoup moins significatifs. Ça peut aussi expliquer une partie du rebond qu'on a sur les taux européens. Donc évidemment, là, c'est une situation qui est peu confortable pour l'Europe, parce que des taux qui se redressent sur le marché obligataire, c'est des coûts de financement également pour les pays qui emprunteraient durant cette période-là, pas surtout le stock de prêt évidemment, sur le stock de dette, mais ceux qui emprunteraient durant cette période où les taux reprennent 50 ou 60 points de base, eh bien ce sont des coûts supplémentaires qu'il faudra financer au moment où l'économie européenne est plutôt relativement fragile. Et donc, on a comme ça une situation sur le marché de la dette, le marché obligataire européen, qui est peu confortable, sachant que ce redressement qu'on a sur les taux européens, ça efface également une bonne partie des effets générés par les baisses de taux de la Banque Centrale Européenne depuis le mois de juin dernier. Donc, situation inconfortable, grosso modo, pour être très clair, pour que les taux en Europe repartent à la baisse, très probablement, il faudra des signes d'amélioration en France, budget, en Allemagne avec une stabilité politique et peut-être des plans de soutien plus importants, des plans d'investissement, mais aussi et très probablement, il fera un coup de pouce du côté des États-Unis, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a peu de chances que ça se détende plus fortement en Europe tant qu'on n'a pas de signaux clairs de détente des taux aux États-Unis. Et comment les taux américains pourraient se détendre dans le contexte actuel, il n'y a pas 36 solutions, ce sera ou des chiffres d'inflation qu'on doit avoir plus faibles, et ça sera ce sera une des conditions pour que les taux repartent à la baisse, ou des statistiques macroéconomiques moins fortes que celles qu'on observe ces derniers mois, typiquement des chiffres de l'emploi qui seraient moins bons, des chiffres d'inflation qui feraient des progrès vers l'objectif. Voilà, ça contribuerait à détendre les taux américains et du coup à détendre aussi un peu les taux européens. Voilà ce que nous pouvions dire. Cette semaine a aussi été marquée par le stress plus aigu qu'ailleurs du marché obligataire britannique. On a vu des taux, notamment des taux longs britanniques, le 10 ans du Royaume-Uni, retrouver des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis la crise des subprimes, j'ai même envie de dire depuis l'avant-crise des subprimes. Donc on a comme ça un stress plus aigu. Alors c'est lié à plusieurs facteurs côté Royaume-Uni. Déjà le fait aussi que le Royaume-Uni soit plus dans le bloc européen, même si c'était pas la zone euro, c'était quand même le bloc européen, donc il y a un peu moins ce bouclier global de la moyenne des différents pays qui pèsent quand vous êtes dans une zone. C'est plus le cas pour le Royaume-Uni. Ensuite, il y a évidemment des questions de questionnement politique sur les choix qui ont été faits, les trajectoires budgétaires qui ont été définies, des hausses d'impôts. Au moins, la croissance britannique est relativement faible. Il y a aussi une inflation qui est plus importante toujours au Royaume-Uni. On parlait quelques instants des chiffres d'inflation aux États-Unis et en Europe. Et bien, au Royaume-Uni, c'est 3,5%. Donc c'est une inflation sous-jacente qui est toujours plus élevée que ce qu'on observe dans la moyenne des pays européens et aux États-Unis. Et on voit que la Banque d'Angleterre aussi, a procédé à moins de baisse de taux depuis le début de son cycle. C'est 50 points de base simplement de baisse de taux, alors que pour la Fed, on a déjà du 100 points de base, et la BCE également a déjà aligné plus de baisse de taux que ça. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui font que le Royaume-Uni traverse une nouvelle période de turbulence. Elle est moins aiguë quand même, beaucoup moins aiguë pour l'instant, et souhaitons qu'elle en reste là que ce qu'on avait connu en 2022 sur l'épisode Liz Truss, souvenez-vous, ancienne première ministre, qui avait défini un budget totalement considéré comme impossible en fait à tenir par les marchés. Ça va entraîner un vent de panique où la livre s'était complètement effondrée en l'espace de quelques semaines, où le marché obligataire était complètement déstabilisé et où les fonds de pension britanniques avaient même commencé à tirer la sonnette d'alarme, ce qui avait nécessité l'intervention à l'époque de la Banque d'Angleterre sur le marché obligataire pour calmer les pressions. Donc on n'en est pas là, mais forcément, ça fait écho à ce qu'on a vu en 2022. Dernier élément, bien, on est toujours dans une période qui précède l'investiture de Donald Trump, ce sera d'ici quelques jours, et donc l'environnement aussi d'incertitude sur les futures politiques commerciales américaines peuvent aussi expliquer cette volatilité qui grimpe un petit peu sur les marchés actions un peu partout. On a quand même des marchés européens, il faut quand même le dire, de ces derniers jours qui ont quand même mieux tenu que les marchés américains. Donc un petit scénario légèrement à l'envers de celui qu'on avait vu l'année dernière, tant mieux pour les marchés européens. Est-ce que ça va durer? Ça c'est notre question. Mais en tout cas, voilà, on note aussi cette petite résilience de la partie européenne par rapport à la partie américaine. Après, je ne crois pas au miracle. Je pense que si les marchés américains font 5 ou 10% de baisse dans les semaines qui arrivent, je ne pense pas que les marchés européens feront plus 10 non plus. Mais en tout cas, on note que c'est un peu plus résilient côté Europe. Ça, c'est toujours bon à prendre, mais sans pour autant croire qu'un miracle est au coin de la rue. Voilà, il n'y a pas de raison non plus que les marchés fassent plus 10 en Europe, alors que les marchés américains, pour l'instant, sont plus volatiles. Simplement, c'est toujours bon à prendre. Voilà, c'est bon à prendre, on note. Simplement, moi, j'attends quand même des signaux supplémentaires pour l'Europe. C'est-à-dire que pour l'Europe, il faut déjà des niveaux techniques sur lesquels on n'est pas encore. Par exemple, un CAC qui remonterait à 7008, 7009, dans un environnement où il y aurait quelques statistiques européennes un peu moins dégradées, ou par exemple, la Chine aussi ferait quelques annonces. Ça, on va parler d'ailleurs la semaine prochaine, il y a quelques gros chiffres chinois qu'on
qu'on va suivre, mais ça aura aussi des impacts positifs sur l'Europe, vous voyez. Donc c'est ça qu'on attend un petit peu pour à nouveau s'enthousiasmer sur l'Europe. On note cette résilience, mais ça manque un petit peu de catalyseur. Une détente des taux obligataires pour être un de ces catalyseurs-là. On le disait, des bonnes stats en provenance de Chine aussi, ou des annonces supplémentaires. Quelques chiffres macro-européens un peu plus favorables, notamment des PMI, ça pourrait compter aussi. Voilà. Il manque un petit peu ça quand même pour à nouveau se dire que l'Europe est vraiment le bon coup à jouer. Mais après, ça reste quand même une zone sur laquelle il faut rester investi quoi qu'il arrive sur le moyen terme, parce qu'en revanche, les valorisations sont quand même nettement dégradées depuis pas mal de temps. Les rendements restent bons sur les valeurs européennes, l'euro est bas. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de critères pour, malgré tout, pour les investisseurs, je parle, hein, rester quand même investi sur du CAC ou autre, mais à court terme, je pense quand même qu'il n'y a pas de miracle à attendre du côté de l'Europe malgré tout. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce récap hebdomadaire. Rapidement la semaine prochaine, les chiffres importants. Excusez-moi, ça commencera lundi avec des chiffres de la balance commerciale chinoise notamment, des statistiques également sur les nouveaux prêts en Chine. Ça, c'est des choses qu'on regarde par rapport à la dynamique des crédits en Chine, toujours par rapport à un billet de consommation qu'on surveille. Pour que la Chine aille mieux, il faut aussi que sa consommation, que les Chinois consomment un peu plus, que la demande domestique soit plus forte. Donc on se verra ces éléments-là, tout ce qui est éléments de balance commerciale, notamment par rapport aux importations. En fait c'est ça qui compte plus pour la Chine maintenant. C'est moins la partie exportation dont on sait qu'elle a toujours été plutôt bonne, même trop bonne, ce qui pose des problèmes aux États-Unis et à l'Europe par rapport à tous ces biens chinois en surcapacité qui inondent les marchés européens et américains. Ce que les observateurs attendent, c'est des signes d'une dynamique qui reprendrait également sur la partie domestique chinoise, la demande intérieure chinoise, les consommateurs qui iraient un peu mieux, et sans on peut surveiller des indications de ce côté-là par rapport aux importations chinoises. Évidemment, avant de consommer en Chine, les Chinois doivent d'abord importer. Donc, si on a par exemple des chiffres sur la balance commerciale qui montrent un rebond plus marqué que prévu des importations, ça c'est le genre de signaux qui feront du bien aux indices chinois eux-mêmes, aux actions chinoises, et probablement par effet collatéral aussi aux valeurs européennes. Je pense évidemment aux valeurs du luxe, mais ça peut être l'auto, ça peut être la métallurgie notamment. Mardi, on aura des chiffres sur les prix à la production aux États-Unis, donc toujours dans ce giron des indices de prix. Évidemment, c'est pas le plus important, prix à la production, mais ça reste quand même un indice de prix, donc à surveiller dans ce contexte de flambée des taux un petit peu partout, et notamment aux États-Unis. Mercredi sera des plus grosses journées pour le moment de la semaine avec les chiffres d'inflation aux États-Unis, l'inflation CPI cette fois-ci. Il y a l'inflation PCE qui est celle surveillée par la Fed, et il y a l'autre mesure de l'inflation qui est l'inflation CPI. Les marchés surveillent quand même les deux, et l'inflation CPI donc en fait évidemment partie. On aura aussi attention des chiffres d'inflation au Royaume-Uni dans ce contexte obligataire tendu, côté où les taux sont pas mal tendus côté Royaume-Uni. Évidemment qu'on se verra plus particulièrement cette fois-ci les chiffres d'inflation au Royaume-Uni. Et puis quelques stats également, quelques chiffres sur l'Europe, sur la production industrielle européenne mercredi. Jeudi, toujours un peu de Royaume-Uni avec quelques chiffres mensuels du PIB, de variation du PIB au Royaume-Uni. On aura des chiffres sur la consommation américaine avec les ventes au détail, rendez-vous important aussi. Et puis vendredi, d'autres datas sur la Chine, d'autres données sur la Chine, notamment la fameuse série vente au détail, production industrielle et investissement dans l'immobilier. Donc c'est toujours une série, un triptyque qu'on attend toujours tous les mois avec pas mal d'impatience. Et puis on aura quelques stats immobilières américaines avec les permis de construire et les mises en chantier également, la production industrielle qui sera attendue vendredi prochain. Voilà pour ce récap hebdo. Je vous retrouverai avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.